sur son visage creusé de rides, tel un col de montagne après une avalanche. Le feu froid qui brûle dans ses yeux rappelle le bleu moiré de sa toilette, aux manches et autour de cou doublés d'hermine. De minuscules stalactites de glace se forment là où ses doigts blafards agrippent sa tasse. Même la porcelaine frémit en sa présence. « Quel candidat au trône allons-nous donc choisir ?» continue Mab. « Une candidate !» s'exclame Oona. « J'en ai assez des rois !» Elle se tourne aussitôt vers Titania. « Sans vouloir porter offense à votre défunt époux !» ajoute-t-elle en pouffant. Sa pique ricoche sur un plastron d'indifférence. « Il est vrai que nous n'avons jamais failli, contrairement à nos rois, » répond Titania. « Et nos contrées ont besoin de stabilité, maintenant et pour toujours. » Son regard embrasse la lande qui se désagrège. Dans quelques mois, une année tout au plus, il n'en restera que du glimmer brut. Le temps presse. « Une candidate, soit, » finit-elle par lâcher. « Proposons donc des noms. » Les reines entament une longue discussion aux allures de joutes. De leurs lèvres dynastiques tombent des centaines de propositions. Et comme des feuilles mortes, l'automne venu, elles sont une à une balayées. Impossible de nous accorder. Un jour tout à fait ordinaire, en définitive. Se moque bientôt Mab. Nous n'avons plus de thé, constate Oona. Ni de temps à perdre, renchérit Titania. Le sacre des saisons s'impose. Le sacre, répète Mab en hochant la tête. Le sacre, approuve joyeusement Oona. Combien de candidates? Une par royaume, déclare Titania. C'est fort peu pour faire un choix, maugrait Mab. L'urgence nous y contraint. Si Evergrey sombre, le déséquilibre sera immense. Nos royaumes basculeront aussi. Mais avec si peu de prétendantes, le sacre sera d'un ennui, se lamente Oona. La reine de Radiance repose sa tasse d'un geste impatient. Deux, dans ce cas. Vous faudra-t-il aussi un siècle entier pour faire votre sélection? Grince-t-elle. Une lune suffira, concède Mab. Oona gonfle les joues comme une enfant boudeuse. Elle finit néanmoins par hocher la tête. Très bien, conclut Titania. Une proclamation annoncera le début du sacre. Dans une lune, à mon palais, avec 2 candidates maximum par royaume. Elle tire de sa robe un sceptre en marbre-bois incrusté de pierreries. Le pommeau se termine par des pétales en citrine entrelacés. Il se rappelle tantôt un lys, tantôt des flammes. Titania tend sa main gauche au-dessus de la table. De l'autre, elle s'entaille la paume avec les pétales tranchants du sceptre. Le sang perle, mordoré. Quelques gouttes luisantes souillent la nappe. Gardant la main tendue, elle se tourne vers Oona et l'invite à l'imiter. « Pourquoi faut-il toujours nous entailler la paume pour échanger nos serments? C'est si inconfortable !» pleurniche Oona. « Pourquoi ne pas se saigner le petit doigt, ou la joue, ou le bas du dos ?»« Assez de s'imagrer !» grogne Mab. « Ce n'est pas le sang lui-même qui lie un Géas, mais le sacrifice qu'il représente. Lorsque la mort attend les parjures, un peu d'inconfort et de rigueur. » Abandonnant ses larmes de crocodile, Oona lui tire la langue. Elle s'exécute ensuite, libérant quelques gouttes d'un sang vert vif. Son sceptre ressemble à une torsade d'écorce où fleurissent des bourgeons. Enfin, c'est au tour de Mab. Un sceptre barbelé d'os et de givre mord dans sa chair. Les gouttes de son sang bleu tombent avec la lenteur de flocons. Lorsque les sangs mêlés touchent la nappe, celle-ci s'anime. Elle se replie sur elle-même, avale tasse et théière, puis les concasse dans un fracas de vaisselle brisée. Un rayon de glimmer parachève la métamorphose. Un sablier en cristal flotte maintenant entre les reines. La seconde suivante, il explose en morceaux.
3 éclats se détachent de la pluie de fragments. Acérés, ils filent comme des flèches et plongent dans la poitrine des reines, pénétrant l'étoffe, la peau et les os avec une facilité déconcertante. Ils s'arrêtent juste avant le cœur. La force du Géas, serment à l'issue fatale pour ceux qui le rompent, les retient. Aucune reine ne laisse transparaître d'émotion, pas même une grimace pour Ouna. « Le pacte est scellé », conclut Mab. « Nous pouvons rentrer. » Titania se lève sans un mot. La lumière semble accompagner chacun de ses gestes. À coup sûr, la lande sera plus morose après son départ. Mab fait de même. Un vent polaire suit ses pas. « Bon retour, chère consoeur !» les salue Ouna, toujours assise sur un siège qui ressemble maintenant à un champignon. « C'était comme à chaque fois un délice. Nous devrions nous voir plus souvent qu'à la guerre et aux enterrements. » Chapitre 1. Le gentilhomme. Ivali vit seule au manoir. Seule depuis 9 ans. Seule depuis ses 9 ans. La symétrie de cette journée si particulière aurait dû l'alerter. Nourrice lui a appris à reconnaître les présages. Pourtant, Ivali flotte dans le bassin au nénuphar sans une ombre sur ses pensées. Ses cheveux trop longs, roux comme des feuilles d'érable caressées par l'automne, s'étirent en corolle autour de sa silhouette fluette. L'eau est presque tiède à cette heure. La jeune fille en profite pour prendre un bain mérité. « Je resterai là jusqu'à la tombée du soir », se dit-elle, à tremper comme une feuille de thé qui attend son sucre. Cela me fera oublier qu'il n'y en a plus dans le cellier. Elle a passé la matinée à récurer les meubles du grand hall, à rapiécer sa robe dont les coutures ont encore craqué, à ratisser les feuilles mortes dans les couloirs et à couper le lierre noir qui pousse sur les murs du salon. Le lierre est le pire. Il s'infiltre partout, émousse les lames en porcelaine de ses cisailles et brûle difficilement même à la flamme d'une chandelle. Ivali le déteste d'autant plus qu'elle partage avec lui son surnom, Ivy. Il est aussi têtu que toi. Ivy veut dire lierre, lui a expliqué Nourrice vers ses 6 ans. En quelle langue, nounou? Peu importe, une langue de l'ailleurs. Oublie ça et va donc compter les nuages. Ivy passe beaucoup de temps à compter les nuages, mais encore plus dans la bibliothèque. Elle contient un monde de papier où la jeune fille peut se perdre, à défaut de s'aventurer hors du manoir. Elle n'a jamais tenté d'en sortir, de quitter l'enceinte de marbre-bois qui étreint le jardin et s'élève maintenant plus haut que la bâtisse. Jamais depuis la clameur. Elle avait tout juste 9 ans quand celle-ci a retenti aux portes de sa demeure. Des hurlements féroces, des cavalcades de sabots, des cris chaque soir. Sur le coup, Ivy ignorait qu'il s'agissait du fracas de la guerre. Elle ne l'a découvert que bien plus tard, grâce à ses livres. Une terrible nuit, l'enceinte a cédé. La clameur s'est infiltrée dans le manoir comme le lierre. Les yeux bouffis de fatigue, Nourrice l'a tirée de son lit en chemise de nuit. Elles ont grimpé au grenier et se sont blotties l'une contre l'autre au fond d'une armoire. Ivy se souvient de sa frayeur, le visage enfoui dans la fourrure de sa mère de substitution. La clameur n'est pas montée jusqu'au grenier. Mais Cuisinière, qui dormait au rez-de-chaussée, n'a pas eu leur chance. Elles l'ont retrouvée pendue au lustre du grand hall, égorgée d'une oreille à l'autre. Ce n'était pas la première fois qu'Ivy côtoyait la mort. Alors elle n'a pas pleuré. « Qui a fait ça ?» a-t-elle demandé à Nourrice. « Soldat, chevalier, mercenaire, peu importe. Un jour, je les punirai. » Folle enfant. Un jour, tu les commanderas. Nourrice a enterré Cuisinière au fond du jardin, sous les saules pleureurs. Puis, au bout d'une éprouvante semaine, elle est partie chercher de l'aide. « Ne me suis pas, Ivali. Ne sors pas sur les balcons. Ne te montre pas aux fenêtres. Si quiconque entre, cache-toi jusqu'à ce qu'il reparte. Ne quitte pas le manoir. Pas avant que ton père ne revienne. »
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.